Chers téléspectateurs, bonjour. Si vous venez de nous rejoindre, vous regardez Midi Ensemble, c'est l'heure de l'info, celle que vous avez sans doute ratée. Restez avec nous, vous allez tout savoir sur Israël, c'est promis. « 2015 pense les plaies de 2014 en Israël. Un an après la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza, Israël accuse le coup. Au niveau du tourisme, les réservations ont baissé et l'image du pays a été écornée. Mais les professionnels du tourisme ne sont pas démoralisés. On fait le point tout de suite. L'année a été rude pour le tourisme israélien. Depuis la guerre contre le Hamas il y a un an, les indicateurs sont mauvais pour ce secteur qui représente 7% du produit intérieur brut du pays. En juin, le flux de touristes était en baisse de 20% sur un an, selon le Bureau central des statistiques. Sur les 6 premiers mois de l'année 2015, le recul a été de plus de 17%. Les recettes du secteur, hors billets d'avion au premier trimestre, ont été les plus faibles depuis 5 ans. Si Jérusalem et Tel Aviv ont été épargnés, les images de l'opération Bordure Protectrice ont marqué les esprits, notamment l'explosion d'une roquette à quelques kilomètres de l'aéroport Ben Gurion le 21 juillet dernier. Israël souffre aussi de la désaffection des touristes russes touchés par la crise économique qui sévit en Russie. En mai, le Forum économique mondial a publié un classement sur la compétitivité du tourisme qui classe Israël au 72e rang sur 141. Le pays souffre de son instabilité géopolitique et de ses prix très élevés. C'est même l'une des destinations les plus chères du monde, à la 136e place du classement. Une nuit d'hôtel y est en moyenne plus onéreuse qu'au Japon, en Allemagne ou aux États-Unis. Professionnels et gouvernements cherchent désormais à renouer avec une trajectoire ascendante. Pour faire baisser les prix, le ministère du Tourisme veut accélérer la construction de nouveaux hôtels grâce à une simplification des procédures. Il pousse aussi à une classification normalisée des établissements hôteliers de 1 à 5 étoiles, aujourd'hui quasi inexistante. La seule chose qui peut relancer la machine, c'est une énorme opération marketing à laquelle on allouerait des moyens financiers bien plus importants. Le vrai problème d'Israël, c'est le fossé entre l'image du pays et la réalité des faits. Ce que nous avons à offrir aujourd'hui, c'est en fait le calme et une combinaison unique de sites religieux, culturels et balnéaires. Mais la bonne nouvelle de l'année concerne Eilat. La compagnie aérienne low-cost Ryanair a annoncé début juillet qu'elle opérerait 6 vols par semaine dès novembre depuis la Pologne, la Hongrie et la Lituanie à destination d'Ovda, aéroport proche de la cité balnéaire israélienne. Objectif, transporter 40 000 passagers par an. Une aubaine pour Eilat dont la fréquentation chute de plus de 50% au premier trimestre 2015. Et on parle tout de suite du tourisme en Israël avec celle qui a réalisé ce reportage, Lise Barenbaum. Lise, bonjour. Bonjour. Alors, cette situation qui a des répercussions évidemment sur le chiffre d'affaires des hôtels des Israéliens. Oui, alors entre janvier et mars 2015, le chiffre d'affaires total s'est monté à 1,8 milliard de shekels. C'est quand même 25% de moins que l'année dernière à la même époque. Les villes de Jérusalem et de Tel Aviv se sont maintenues à peu près au niveau des réservations de chambres d'hôtel. C'est Eilat qui a le plus souffert puisqu'Eilat ne représente que 6% du chiffre d'affaires hôtelier alors que c'est une station balnéaire. Alors, malgré le désastre, il y a quand même des signes de reprise. Alors c'est sûrement dû quand même à l'arrivée de la belle saison. En juillet, on a enregistré 245 000 arrivées de touristes en Israël. C'est 26% de plus que l'année dernière à la même époque. C'était le moment où la guerre a éclaté contre le Hamas. Dans la première moitié de 2015, 1 650 000 touristes sont entrés en Israël. C'est 13% de moins qu'en 2014, mais ça se rapproche de 2013, donc c'est pas encore très très alarmant. Et j'accueille tout de suite Maurice Sifergan. Maurice, bonjour. Bonjour Valérie. Pourquoi les prix en Israël sont si chers? Entre le prix des billets d'avion et le prix des hôtels, c'est quasiment impossible maintenant de passer des vacances en Israël. D'abord parce qu'il s'agit d'un petit marché et que les infrastructures sont réellement insuffisantes. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Valérie? Si on s'en tient au rapport du Forum économique mondial, nous sommes en très très mauvaise position. Nous sommes 136e sur 141 pays en ce qui concerne la cherté des services. Alors pour ce qui concerne l'hôtellerie par exemple, nous sommes classés en 6e position pour le niveau des prix, juste après la Suisse, la Grande-Bretagne, la France, l'Australie et la Norvège. Mais nous sommes encore plus cher, par exemple, que les États-Unis, que New York. Vous comprenez que là, il y a un problème de prix qui sont trop élevés. Alors, Israël est aussi mal classé en ce qui concerne les infrastructures, que ce soit des attractions, que ce soit des restaurants. Là, il n'y a aucun contrôle. Il n'y a pas un contrôle de prix. Il n'y a pas une réglementation qui impose, par exemple, un menu. Et les touristes sont livrés un peu à eux-mêmes. Alors, en ce qui concerne l'hôtellerie, on sait à peu près qu'il y a 51 000
chambres disponibles en Israël. Il y en a 10 000 qui sont en cours de construction, mais pour les 5 prochaines années, d'où un déficit à peu près de 15 à 20 000 chambres. Et ce déficit, on ne le rattrapera pas. Et encore, c'est basé sur des données à 3 millions de touristes par an, alors que dans l'idéal, on devrait arriver à 5 ou à 6 millions de touristes dans l'année. Et alors, à Eilat, qu'est-ce qui se passe? C'est une station balnéaire. Normalement, ça devrait quand même, il devrait y avoir énormément de touristes là-bas. Elise Barenboim vient de nous dire que finalement, la Bérésina, c'est là-bas. Pourquoi, à votre avis? Pas assez de chambres, d'abord. Deuxièmement, le transport est très cher parce que l'aéroport d'Ovdat est desservi par quelques compagnies seulement et donc il y a très peu de concurrence sur les prix et les compagnies low cost qui sont venues s'installer, Ryanair ou EasyJet et même la compagnie low cost d'El Al ne font pas encore une concurrence réelle, d'où des prix excessifs, des frais de transport d'aéroport excessifs et surtout le manque de chambres. Il n'y a pas assez de chambres, d'où les prix montent. Les hôteliers profitent de la saison pour presser le citron, comme on dit, et de manière à tirer le maximum de la saison. On n'espère pas que ça fera fuir les touristes. Allez, vent de panique cette semaine à Jérusalem après l'ouverture d'un cinéma. Le multiplex Yes Planet, installé à Abu Tor, ouvre ses portes 7 jours sur 7, y compris le samedi, donc jour de Shabbat, chômé par les juifs pratiquants. Des manifestations violentes ont eu lieu contre ce nouvel établissement cinématographique. Le reportage. L'ouverture d'un cinéma à Jérusalem déchaîne les passions. Le multiplex Yes Planet ouvrira ses portes le samedi, jour de Shabbat, ce qui a provoqué la colère de milliers de juifs ultra-orthodoxes. Des émeutes ont éclaté à Jérusalem, dispersées par la police sans aucune arrestation. Les émeutiers ont jeté des pierres sur les forces de police. Plusieurs voitures et immeubles ont subi des dommages, mais personne n'a été blessé. Les manifestants ont bloqué le trafic automobile et ont cassé les vitres d'un bâtiment. Je vis à Jérusalem depuis de nombreuses années. Ces dernières années, je me suis sentie comme une citoyenne de seconde zone. Maintenant, nous avons cette opportunité. Il y a beaucoup de laïcs dans cette ville. Nous avons maintenant l'option de rester dans la ville pour voir un film. Le complexe cinématographique de 28 500 m² prévoit de diffuser des films sur 16 écrans et a coûté 53 millions de dollars. Situé dans le sud de la vieille ville, dans le quartier judéo-arabe d'Abu Tor, il est pourtant éloigné des quartiers ultra-religieux de la ville. Les protestations ont éclaté dans les quartiers de Romema et de Mea Shearim. Les manifestants ont dénoncé la violation du statu quo entre laïcs et religieux qui règne sur Jérusalem. Nous avons quand même un petit cinéma qui continue de fonctionner à Shabbat depuis 20 ans. Il y a beaucoup d'endroits de culture et de loisirs ouverts à Shabbat. Il y a un statu quo dont nous nous accommodons. C'est une bonne solution pour l'ensemble des habitants de Jérusalem. Quelques heures avant l'inauguration du cinéma, la radio israélienne a rapporté que des prospectus ont été distribués dans les quartiers orthodoxes de la ville, demandant à la communauté religieuse d'enrayer cette peste par tous les moyens possibles. Sur d'autres posters, on pouvait lire « Le Shabbat est en danger à Jérusalem, la ville se perd ». Si j'ai la possibilité de voir un film, j'irai. Si c'est le samedi, je n'ai rien d'autre à faire. Je peux peut-être apprécier un bon film. Je comprends ce que les orthodoxes disent. C'est une bonne raison, mais ce n'est pas mon opinion. La loi israélienne interdit aux magasins de détail d'ouvrir à Shabbat. Les boutiques qui restent ouvertes ont une amende à payer à la mairie. Les propriétaires du cinéma Yes Planet ont déclaré que le complexe se trouve sur une propriété privée et appartient à des investisseurs privés. La police et la mairie n'ont donc pas à se mêler de son fonctionnement. De plus en plus de commerces restent ouverts le samedi en Israël. 200 restaurants, cafés, pubs et discothèques restent même ouverts 7 jours sur 7 dans des quartiers laïcs de Jérusalem. Des ouvertures qui entraînent des manifestations intermittentes de la communauté ultra-orthodoxe. Donc on comprend la polémique. Lise Barenboim, quelle est la position des pouvoirs publics à ce sujet? Alors le maire de la ville, Nir Barkat, l'a dit. En fait, l'ouverture de cinéma, c'est juste une énième initiative parce qu'il y a déjà depuis plusieurs années plein de complexes sportifs, de centres de loisirs, de centres culturels qui sont ouverts 7 jours sur 7 à Jérusalem. Et en fait, pour lui, c'est juste le renforcement de cette ville comme une destination culturelle et touristique d'envergure mondiale. En tout cas, c'est ce qu'il désire, lui. Il pense que la beauté de cette ville réside dans sa diversité. Il est vraiment attaché à ce statu quo qui symbolise la tolérance qui est censée régner sur Jérusalem. Évidemment, la situation n'est pas du tout la même à Tel Aviv. Alors, à Tel Aviv,
Aviv, la mairie avait permis en 2014 à quelques supermarchés et boutiques de fonctionner les jours de fêtes religieuses et le samedi. Avant cette mesure, la municipalité en fait donnait des amendes aux magasins sans les forcer à fermer, ce qui a énervé beaucoup de propriétaires de magasins. Et pareil qu'à Jérusalem, le maire de la ville, Ron Hulday, lui a déclaré qu'il pense que chaque juif vit son Shabbat à sa façon et qu'il faut respecter tout un chacun. Maurice Ifergan, ce n'est pas la première fois qu'il y a justement des manifestations culturelles le samedi à Jérusalem. Est-ce que vous comprenez ces revendications ? Écoutez, les ultra-orthodoxes jouent le jeu du mécontentement pour obtenir quelque chose en contrepartie. Même s'ils ne le disent pas, l'ouverture de ce cinéma ne pose pas de problème puisqu'il est situé dans un quartier non religieux, loin loin de tout centre religieux, disons. Et ça ne devrait pas poser de problème. Mais ils ont fait monter la mayonnaise pour pouvoir obtenir autre chose, quelque chose qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire la fermeture de ces supérettes qui continue à exercer au centre-ville, non loin des quartiers religieux. Donc c'est du donnant-donnant. On acceptera à la fin l'ouverture de ce cinéma. On n'a pas le choix parce que la loi permet l'ouverture de centres de loisirs dans la ville le samedi, contre la fermeture de supérettes et de commerces qui, là, sont totalement en infraction avec la loi, puisque la loi, depuis ce fameux statu quo de 1947, il ne peut pas y avoir de commerce genre supermarché ou commerce de vêtements ouvert le samedi. C'est contre la loi. Donc la Cour suprême, il y a quelques mois, a déjà demandé à la mairie de Tel Aviv de faire fermer les commerces le samedi à Tel Aviv, et c'est sur cette base que la mairie de Jérusalem a dit, nous aussi, nous allons mettre de l'ordre et imposer la loi. Le conseiller juridique de la municipalité a donc demandé la fermeture de 8 supérettes qui étaient ouverts au centre-ville, et donc on attend maintenant, normalement ça sera pour le 5 septembre, mais les commerçants ont décidé de se battre jusqu'au bout. Merci beaucoup Maurice Ifergan, et j'ai le plaisir d'accueillir Samuel Calvo. Samuel, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'un chanteur, Matisyahu. Son histoire est particulière, c'est un juif américain. Il était orthodoxe, il ne l'est plus, tout le monde le connaît ici en Israël. Il devait être privé d'un festival en Espagne car il ne veut pas reconnaître l'État palestinien. Finalement, tout s'est bien fini. Oui, comme vous le disiez, Matisyahu est un artiste de reggae américain de 36 ans. Il est étroitement lié à la culture reggae. Ses textes utilisent des thèmes spirituels qui découlent en fait de son judaïsme chassidique. Je vais vous montrer un extrait. On le voit là à l'antenne. Surprenant quand même ce religieux qui chante du reggae. Assez. Maintenant il a plus sa barbe. Mais récemment il a été déprogrammé du festival Rototom Sunsplash à Benicàssim en Espagne suite à la pression du BDS, un lobby qui boycotte Israël. C'est un lobby pro-palestinien et qui lui demandait donc de condamner la politique israélienne, ce qu'il a refusé. Et devant les protestations nationales et internationales, finalement ils l'ont autorisé. Il a même eu droit à des excuses de la part des organisateurs de l'événement. Et on va voir un extrait de son concert. Live. Oui. On regarde ça. Et Maurice, on a du mal à croire que c'est le même. Non, où est passée la barbe ? Absolument, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais ce qu'il faut souligner, Valérie, c'est que si ce Matisyahu est juif, il n'est pas israélien. C'est-à-dire que le mot d'ordre de boycott, c'est un boycott contre un juif simplement pour le simple fait qu'il est juif. Il y a là des relents d'antisémitisme très forts. Oui. Israël n'échappe pas au scandale sexiste. Cette fois-ci, c'est une chaîne de fast-food qui est coupable. Agadi, restaurant de hamburgers très connu à Tel Aviv, fait polémique avec sa campagne de publicité montrant une jeune femme en petite tenue et un homme d'âge mûr plutôt riche. Levée de bouclier chez les féministes et même chez les habitués du restaurant. Regardez. Scandale sexiste au pays des hamburgers. La nouvelle campagne publicitaire de la chaîne de restaurants Agadir est unanimement critiquée. La publicité montre une jeune femme blonde en bikini s'appuyant sur un homme mûr et riche avec le slogan « Ça a du goût ». Une campagne qui a déchaîné les foudres des internautes sur les réseaux sociaux. Plusieurs d'entre eux ont décidé de ne donner qu'une étoile aux évaluations du restaurant sur Internet. Pour plusieurs contestataires, cette publicité fait preuve de très mauvais goût et ne s'adresse plus qu'à de vieux hommes libidineux et à leurs escort girls. Ils cherchent la provocation. Selon eux, ce n'est pas sexiste, c'est sexy. Dans la publicité, je ne comprends pas ce qui est désigné comme la viande. L'allusion n'est pas claire.
qui est la viande. Le slogan, c'est « de la viande riche ». À l'image, on voit très bien qui est riche et qui est la viande. De mon point de vue, le problème n'est pas de commenter les intentions de cette chaîne de restaurants, mais de dire que le public n'est pas prêt à recevoir ce type d'argumentation. Et la protestation est forte. Le propriétaire, Ethan Tarablos, qui est en congé, est resté imperturbable face à la vague de critiques. Il n'éprouve aucun regret et n'a pas l'intention d'annuler son contrat avec l'agence publicitaire en question. Bien au contraire, une campagne sur téléphone mobile va bientôt compléter cette première initiative. Mais la nouvelle campagne devrait contrebalancer les erreurs de la première. Tarablos s'est défendu en affirmant que ses campagnes sont sexy et pas sexistes. La chaîne de restaurants traite correctement ses employées féminines en leur donnant notamment un excellent salaire. Lise, c'est pas la première fois qu'il y a des campagnes sexistes comme ça en Israël. Pas du tout. La Viso, une organisation sioniste féminine, fait même un classement chaque année. Alors cette année, par exemple, le premier prix est allé à la marque Elite, une marque de café qui mettait en scène 2 colocataires femmes prêtes à recevoir un 3e colocataire, un homme très viril prêt à les protéger. Même Bar Raffaelli s'est prêté au jeu pour une marque de survêtements. Enfin, c'est très courant. Merci beaucoup. Restez avec nous, Midi Ensemble, ça continue.